En ce jour de BCE, notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, dans la grande interview en direct sur Boursorama. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Pareillement. Bon, il faut qu'on parle, avant de parler de la BCE du jour, de l'Allemagne, quand même, ce qui se passe en Allemagne, qui est prête à réformer son sacro-saint frein à l'endettement, la création d'un fonds d'urgence, vous le savez, de 500 milliards d'euros pour renforcer notamment le budget de la défense de leur pays, les infrastructures, la compétitivité économique. Là, je me dis, l'Allemagne qui dégaine un bazooka financier, c'est un changement de paradigme outre-Rhin, honnêtement, vous qui suivez ça depuis très longtemps. Oui, indéniablement, l'Allemagne tire les conséquences de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle avait fait 3 paris, les fameux paris, pari sur la Chine, pari sur le gaz russe et l'énergie russe, et un pari également très important sur les États-Unis et sur leur permanence dans le soutien et dans le parapluie nucléaire européen, et parapluie militaire européen. Bon, ces 3 paris sont perdus, et je crois que le nouveau chancelier prend les mesures appropriées. Il semble être soutenu assez largement, même si la culture de l'Allemagne est une culture très orthodoxe, comme nous savons bien, mais enfin il prend là, en effet, les mesures qui me semblent devoir s'imposer. C'est une bonne nouvelle pour la France de voir l'Allemagne investir massivement, de fait, mettre fin à cette orthodoxie budgétaire. C'est une bonne nouvelle même pour nous, la France. Ils ne mettent pas fin à leur orthodoxie budgétaire parce qu'ils sont toujours, évidemment, profondément dans le peuple allemand, est profondément attaché à ne pas dépenser plus qu'on ne gagne, etc. Et il faut bien voir qu'ils peuvent se permettre un certain nombre de choses parce qu'ils sont dans une situation qui est bien meilleure que la moyenne des Européens et certainement meilleure que la nôtre. Donc il ne faut surtout pas dire l'Allemagne a basculé complètement. Ils utilisent leur marge de manœuvre actuelle de manière, me semble-t-il, opportune pour l'Allemagne et certainement pour l'ensemble de l'Europe. D'ailleurs, les marchés ne s'y trompent pas, si vous voulez. Ils saluent de manière très positive sur l'ensemble de l'Europe ce qui est en train de se faire. Sur les marchés d'actions, après, quand on voit ce méga plan de relance, entre guillemets, allemand, provoquer quand même des hausses de taux importantes sur les souverains allemands, français, italiens, espagnols, entre 20 et 25 points de base sur une journée hier, c'est pas rien. En effet. C'est à surveiller ou c'est la contrepartie logique? C'est, me semble-t-il, la contrepartie logique du fait que l'Europe, qui avait un excédent d'épargne important, s'apprête à utiliser une partie de cet excédent d'épargne. Donc ce que nous observons sur les marchés me paraît tout à fait normal, c'est la réaction normale des marchés, à la fois sur l'Allemagne et sur l'ensemble des Européens. N'oublions pas qu'il y a en effet le projet allemand de dépenses que vous avez énoncé, qui est assez monumental, et puis il y a les autres dépenses que les Européens vont peut-être décider. C'est de l'histoire qui se fait en ce moment sous nos yeux, et clairement, en effet, on a un mouvement d'ensemble provoqué, il faut bien le dire, par M. Poutine et par M. Trump, qui nous prennent en squeeze, en quelque sorte, entre les tanks de M. Poutine et le retrait des États-Unis, qui maintenant... On n'a pas le choix en Europe, on doit réagir. C'est ce que nous disait Éric Trappier, le patron le PDG de Dassault Aviation, qui était là à votre place, qui a dit le bras de fer, il y a ce bras de fer que nous impose Donald Trump, il y a effectivement la guerre en Ukraine et la menace russe, l'Europe se doit de réagir. Je crois que c'est absolument évident. À vrai dire, l'Europe rejoint, il faut bien le dire, une doctrine française qui a été affirmée par le général de Gaulle, mais aussi poursuivie par l'ensemble. C'est pas le non-alignement, nous étions les alliés étroits des États-Unis, mais c'était l'indépendance stratégique. Et l'indépendance, aussi bien, par exemple, notre force de frappe, dont le chancelier allemand a dit on devrait pouvoir en discuter, avec une réponse positive dans son principe du président français hier soir. La dissuasion nucléaire, on parle de ça. La dissuasion nucléaire, mais oui, parce que la grande différence entre l'Europe tout entière, les États-Unis et la Russie, c'est que nous n'avons pas de grande dissuasion nucléaire européenne. Il y a une dissuasion nucléaire française, britannique. dont je note, la britannique dépend complètement des États-Unis. Vous avez raison. Et pour les sous-marins et pour les missiles. Les têtes nucléaires sont britanniques entièrement, mais les sous-marins et les missiles sont partiellement américains. Tandis que la nôtre, je crois que le chef de l'État l'a rappelé hier soir, elle est entièrement indépendante. Mais ceci dit, elle ne représente évidemment pas l'équivalent des forces stratégiques russes et américaines. Donc nous sommes à un tournant européen très très important. Et d'une certaine manière, il faut s'en réjouir parce que nous vivions finalement aveuglés
par l'alliance américaine et le fait que l'alliance américaine suffisait. Maintenant, c'est clair, elle ne suffit pas. Il faut en effet que l'Europe aille plus loin sur l'indépendance géostratégique. Dans ces conditions, j'ai envie de dire, il y a la BCE, c'était prévu, qui s'est réunie aujourd'hui. Sans surprise, elle devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base, ce qui porterait son taux de dépôt à 2,5%. La tendance baissière de l'inflation lui permet ce nouveau geste monétaire. Écoutez, il est totalement anticipé. Ne vous attendez pas à ce que je dise ce qu'ils vont décider, ni ce que Christine Lagarde va dire. Hein. Je crois à la sagesse collégiale des banques centrales. Je l'ai éprouvé moi-même pendant 8 ans. Et donc, nous allons voir ce qu'ils vont décider de dire. Mais les points sur lesquels il faudrait écouter avec une attention particulière Christine Lagarde, c'est est-ce qu'elle va qualifier la politique monétaire après la décision de restrictive ou pas, de restrictive ou de non restrictive. C'est un premier point qui est important parce que si elle le retire, ça veut dire que si elle le retire, ça veut dire que la probabilité d'une pause, à tout le moins le mois suivant, devient plus importante. Elle peut d'ailleurs aller plus loin et il faut regarder attentivement ce qu'elle dira ou pas, encore une fois, sur la pause possible. Si elle dit une pause est possible, évidemment, ce sera à juste titre interprété comme voulant dire qu'il n'est pas sûr du tout qu'il y ait continuité dans la baisse des taux de 25 points de base. Ça fera déjà 6 baisses de taux. En avril. En comptant celle-là, oui. ça fera 6 baisses de taux. Oui, absolument, absolument. Il y a aussi un autre point, peut-être, qu'il faut regarder de près. Est-ce qu'elle dira beaucoup plus explicitement, nous n'excluons pas de baisser les taux en avril, ou bien il est peu probable que nous baissions les taux en avril. La Banque Centrale Européenne n'a pas laissé jusqu'à présent les marchés dans une grande incertitude s'agissant de la décision future proche. Ouais. Et on en a un exemple aujourd'hui. Vous dites avec assurance que ce qu'ils vont faire, c'est une baisse de... Oui. Bon, vous êtes complètement assuré de cela. On serait très surpris, en effet, si ça n'était pas le cas. Mais enfin, encore une fois, les banques centrales ne prennent jamais, me semble-t-il, d'engagement sine qua non. Hein. Mais donc, on va voir. Enfin, tout ce qui doit être interprété comme future décision de la Banque Centrale Européenne me paraît être très important. Je crois qu'il faut regarder aussi d'extrêmement près ce qui sera dit sur l'incertitude du temps présent, parce que nous n'avons jamais été dans une telle incertitude, me semble-t-il, au moment même où nous parlons. Au moment même où nous parlons, nous avons l'incertitude géostratégique américaine qui va peut-être se concrétiser encore plus dramatiquement ou pas. Nous sommes dans une très grande incertitude de ce point de vue. Est-ce que les Européens vont effectivement accompagner les efforts qui sont demandés par la Commission et émuler en quelque sorte ce qui est fait par les Allemands et envisagé très très sérieusement par le nouveau chancelier allemand avec, semble-t-il, un soutien populaire important, même si ce n'est pas encore tout à fait décidé et il y aura évidemment des oppositions domestique aussi, comme c'est bien normal dans toute démocratie. On a là, de ce point de vue, certainement des éléments géostratégiques, disons, d'incertitude géostratégique pour les Européens, pour les conséquences des tarifs. Les tarifs sont en train d'être mis en place par Trump. La guerre tarifaire, la guerre commerciale avec la Chine prend un tour beaucoup plus agressif des deux côtés du Pacifique, si je puis dire, et donc nous avons là aussi des éléments encore plus importants. Quelles vont être les conséquences sur l'économie réelle de tous ces facteurs? Est-ce qu'on va avoir effectivement une diminution importante du rythme de la croissance mondiale, parce que ces tarifs vont dans le sens le plus mauvais possible du point de vue de la croissance? Est-ce que sur le plan de l'inflation, on va avoir effectivement beaucoup plus d'inflation sous-jacente à cause des tarifs eux-mêmes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et que partout dans le monde? Ça paraît très probable. Par conséquent, ça complique encore, si vous voulez, la responsabilité des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique et partout ailleurs dans le monde. Donc, c'est ce qui fait dire que incertitude considérable. Donc pour avril, rien n'est acquis et on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il y a aussi, il faut le dire, au sein du Conseil des gouverneurs,
il y a des oppositions, plus on descend dans les taux directeurs, plus ils sont bas, plus il y a des échanges et plus il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. Comme je vous l'ai dit, je crois à la sagesse collégiale. La sagesse collégiale, elle vient de la confrontation des analyses. Et effectivement, il est tout à fait normal, il faut trancher. On tranche assez bien à la Banque Centrale Européenne parce que c'est la majorité qui décide. Et parfois... C'est à main levée? C'est à main levée? Comment ça se passe? Chacun exprime sa position et elle est claire. Elle est claire. On n'est pas dans un parlement, mais en effet, on sait qui est pour et qui est contre, et ceci est très clair. On va voir donc ce qu'ils vont décider. Je n'anticipe en rien, et je vous demande de suivre avec beaucoup d'attention ce qui va être dit par Christine Lagarde, mais au total, effectivement, on sait d'avance qu'il y a ceux qui sont plutôt en faveur d'une pause et ceux qui pensent que ce n'est pas encore le moment de faire la pause. Donc il y aura une discussion et il y aura une décision. À 2,5% de taux directeur, on peut dire d'un point de vue juste économique, c'est un taux qui est plutôt restrictif, qui est neutre, qui commence à soutenir l'activité. On ne sait pas en fait. C'est au Conseil des gouverneurs de qualifier. Ouais. Hein. De toute manière, ce qui compte, c'est les annonces qui vont être faites et qui seront interprétées par l'ensemble des agents économiques, des investisseurs, des épargnants, des participants du marché, selon qu'ils penseront que ça signifie plutôt qu'il va y avoir une baisse des taux en avril ou pas. Bon. Donc tout ça, si vous voulez, c'est une manière de qualifier les choses. Personne ne peut dire exactement ce qu'est réellement le taux neutre, et tout le monde sait qu'on n'est jamais au taux neutre. Ou bien on est dans une perspective où on pense qu'il y a encore des menaces inflationnistes, auquel cas il faut être au-dessus du taux neutre. Ou bien c'est le cas ou pas? On voit 2,4% d'inflation aujourd'hui, en février, 2,4%. Ne me demandez pas de prendre la position du Conseil des gouverneurs. Tout ce que je note, si vous voulez, et ça c'est plutôt encourageant, effectivement, c'est qu'en ce qui concerne l'inflation totale, on est à 2,4, comme vous disiez, c'est-à-dire un peu plus bas que les 2,5, mais un peu plus haut que ce qui était quand même anticipé, à savoir 2,3, que la core inflation, donc l'inflation sous-jacente, a baissé également d'un dixième de pourcent, donc on est à 2,6 et plus à 2,7. Je note, parce que je compare toujours les États-Unis et l'Europe, qu'on est, en ce qui concerne l'inflation totale, à 0,6% de moins que les États-Unis, et en ce qui concerne l'inflation sous-jacente, à 0,7% de moins que les États-Unis. Donc on voit bien qu'on est toujours en train de cheminer parallèlement, si vous voulez, mais avec une différence relativement substantielle, qui s'explique jusqu'à présent par le fait que les États-Unis étaient beaucoup plus allants sur le plan de l'économie réelle, mais je dois dire que les derniers chiffres que l'on a sont moins flatteurs pour les États-Unis qu'ils ne l'étaient auparavant. Je regardais de près ce que l'on a du côté des PMI, des Purchase Manager Index, et là on voit que les États-Unis effectivement ralentissent assez fortement. Nous-mêmes d'ailleurs, nous étions jusqu'à présent, avant les effets sur la croissance réelle de l'Europe, des décisions qui sont en train d'être prises et qui auront sûrement un effet assez significatif si naturellement ces décisions sont confirmées, mais en Europe on est en stagnation. Si vous voulez. Le PMI est 50,2, c'est très très bas, et comme vous le savez bien sûr, la croissance de l'ensemble de la zone euro au dernier trimestre de l'année dernière était de 0,1%. Donc on est en stagnation. On est en stagnation. Après, il y a ce contexte qu'on a évoqué ensemble, Jean-Claude Trichet, où l'Europe va devoir se réarmer à grande échelle face à cette menace de désengagement des Américains sur le vieux continent. Et on a compris, on l'a dit, cela va nécessiter de lourds investissements et donc des nouveaux emprunts potentiellement. On se dit que mieux vaut que la BCE soit comme en soutien de cette bascule, de ce basculement, encore une fois, vers plus de dépenses militaires et de défense. La BCE, si vous voulez, a un mandat qui est très très important et qui consiste à continuer de garantir la stabilité des prix. Elle doit le faire quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas dans le traité des éléments qui disent vous devez faire ceci ou cela pour accompagner l'ensemble des décisions ou des orientations qui sont prises par l'Europe. Ce qui est dit, en revanche, c'est à partir du moment où la stabilité des prix est assurée, vous devez soutenir l'ensemble des décisions qui sont prises, des orientations qui sont prises par les Européens, par l'Europe.
Alors, la question pour la Banque Centrale Européenne, c'est évidemment à chaque moment de se dire, est-ce que je garantis la stabilité des prix, qui elle-même est évidemment extraordinairement importante, notamment pour la croissance, parce que la désinflation à laquelle on assiste en ce moment, c'est autant d'argent qui est redonné, bien entendu, aux consommateurs, aux salariés, à l'ensemble des employés, et donc ça active l'économie. La désinflation active l'économie. C'est un élément évidemment très important. Donc je m'attends, si vous voulez, à ce que dans ces circonstances extraordinairement incertaines, où on ne sait pas encore quel va être l'impact et sur la croissance et sur l'inflation de l'ensemble des décisions qui sont prises, non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial, parce qu'il y a une interaction entre l'ensemble des économies. On a aussi le canal, disons, du dollar vis-à-vis de l'euro, et on assiste en ce moment à une remontée assez importante de l'euro, qui est 1,08 face au dollar ce matin. Qui est un élément qui est évidemment, à partir du moment où il serait confirmé, va plutôt dans le sens de la désinflation en Europe, mais on va voir. Enfin, je considère que la situation est tellement multidimensionnelle, tellement complexe, avec tellement de paramètres, qu'il faut en effet être data depending et voir exactement ce que l'on va avoir sous les yeux, compte tenu, encore une fois, des propositions qui sont faites, mais aussi des énormes décisions à prendre, et encore à prendre aujourd'hui. Les droits de douane ont fini là-dessus, étaient très très bas aux États-Unis, jusqu'à ce que Donald Trump décide de les relever. Je crois qu'on était il y a quelques années encore ou quelques mois à 2,5% de taux moyen. Quand on voit encore une fois des menaces qui sont mises à exécution, même s'il y a des exemptions ce matin sur le Mexique et sur le Canada pour l'industrie automobile américaine, puisqu'évidemment les constructeurs américains ont expliqué qu'ils allaient être pénalisés. Mais il y a encore une fois 2 fois 10% sur la Chine, l'Europe ça sera 25%. Est-ce qu'on peut dire vraiment, parce que les mots sont importants, que la guerre commerciale, pour le coup, là, elle a vraiment commencé? Ça dépendra de la riposte des Européens, ça dépendra de quoi? À quel moment on y est et comment la mondialisation va être affectée? On est en guerre commerciale, compte tenu des décisions déjà prises par Trump, de la rhétorique qu'il utilise et de la naïveté, à mon avis, avec laquelle il pense que ceci va agir dans le bon sens, à la fois pour les États-Unis et dans une certaine mesure, dans sa perception, qui me paraît complètement fausse, pour une partie du reste du monde. Donc on est réellement en présence d'éléments qui sont déjà avérés, et qui sont parfaitement en ligne avec le retrait que nous observions sur le plan géostratégique, le retrait de l'Europe. Donc tout ceci est évidemment extraordinairement alarmant, va normalement dans le sens, en effet, de plus d'inflation au niveau américain et mondial, et de moins de croissance au niveau américain et mondial. C'est le pire des cocktails. Hein. C'est le pire des cocktails possibles, justifié par l'intérêt supérieur, disons, des États-Unis. Alors qui est gagnant là-dedans? Entendu comme étant entièrement égoïste. Je pense que personne n'est gagnant maintenant. Je pense que le sentiment du reste du monde est que personne n'est gagnant, même si il est vrai que sur le plan, si vous voulez, du hedging, sur le plan de l'assurance contre une globalisation peut-être trop importante ou trop excessive, il y a une certaine justification là, mais certainement pas la justification d'une guerre commerciale. Comment gagner les Américains? Une guerre commerciale. Non, la guerre commerciale me paraît aussi absurde du point de vue des États-Unis que peut l'être le retrait par rapport à tous les alliés historiques des États-Unis. Même du point de vue américain, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné avec cette guerre commerciale, les Américains? Ils vendent, protéger leur industrie. Tel que je comprends M. Trump, il vend ça comme étant susceptible de créer plus d'emplois domestiques aux États-Unis. Point à la lettre. Et pourquoi pas? Le raisonnement ne va pas plus loin. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien entendu, ça peut marcher dans certains cas très limités, avec une sorte d'impact, si vous voulez, très modeste, très modéré. Ce sont des éléments beaucoup plus importants de type macroéconomique. Pourquoi est-ce qu'il y a un déficit commercial et de balance des paiements aussi monumental aux États-Unis? Tout simplement parce qu'il y a un déficit d'épargne aux États-Unis. Parce que les États-Unis dépensent en permanence beaucoup plus qu'ils ne gagnent. Et donc, se dire, je n'ai pas à changer ma politique macroéconomique, mais ce que j'ai à changer, ce sont mes tarifs, est quelque chose qui est franchement d'une naïveté incroyable. Incroyable. D'ailleurs, c'est ce que vous diront ou vous direz
tous les économistes américains qui vous disent « ben oui, nous sommes en déficit d'épargne, c'est une situation qui ne peut pas durer éternellement, nous ne pouvons pas demander éternellement au reste du monde de nous financer. Bien entendu, nous avons le dollar des États-Unis qui est en effet très important. » Ouais, mais Trump dit que ce sont des recettes fiscales, ces droits de douane, c'est des recettes fiscales en plus pour les Américains. Écoutez, on va voir, on va voir. Je vois que vous êtes l'avocat du diable, non, pas du tout. L'avocat de M. Trump. Personne, mais c'est ce qu'il dit. Après, à nous ou à vous, en tout cas, d'expliquer que oui. C'est faux, c'est vrai. De toute manière, il aura les rétorsions qui vont avec. Donc l'annulation, si vous voulez, de l'impact des éléments positifs éventuels qu'il vend à ses mandants est certaine à partir du moment où personne ne va se laisser faire de manière aussi tragique. Mais laissez-moi dire un dernier mot parce qu'on a parlé beaucoup de dépenses. On a parlé beaucoup de dépenses militaires, on a parlé beaucoup de dépenses d'infrastructures, y compris en Allemagne. J'ai évoqué implicitement le fait que certains avaient les moyens de ces dépenses supplémentaires, notamment les Allemands qui sont en situation qui est bonne de ce point de vue, enfin bien meilleure que d'autres. Nous avons un énorme problème, parce qu'il faut dépenser plus. En dernière analyse, dépenser plus, ça veut dire avoir plus de recettes, de capacités. Ouais. Et là, alors, je dois vous dire que du point de vue du citoyen français que je suis, ce qui se passe en matière des retraites m'alarme extrêmement. Nous avons un problème de retraite monumental. Je suis plutôt du côté du Premier ministre et de Jean-Pascal Beaufret, si vous voulez, dans ce domaine, que du côté de ceux qui disent c'est pas si grave que ça, c'est grave mais uniquement à moyen long terme, à court terme il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vrai. On a d'énormes problèmes à relativement court terme et il faut en effet traiter ce problème des retraites très sérieusement, dans une perspective évidemment de changement sur la durée, mais il est absolument impérieux d'être conscient que nous avons un énorme problème par rapport aux Allemands, aux Anglais, par rapport à tous les autres Européens. Quand on compare tous les critères possibles, le taux de remplacement, quand on compare l'âge de la retraite, nous sommes aberrants. Et donc il y a un problème pédagogique. Je m'adresse aux journalistes. C'est un problème pédagogique très important parce que nos concitoyens ne sont pas absolument convaincus. C'est pour ça que 7 Français sur 10, 7 Français sur 10 veulent revenir à la retraite à 62 ans. Si nous étions dans un pays dans lequel, disons, la communication économique et la compréhension économique fonctionnaient beaucoup mieux, comme c'est le cas dans tous les autres pays, personne, en effet, ne serait nécessairement, en tout cas une minorité seulement serait sur cette ligne-là, qui n'est pas compréhensible. Elle est aberrante. Merci Jean-Claude Trichet pour cet entretien, donc invité de la grande interview en direct et en replay aussi sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.